Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire sur les gestes barrières en entreprise. Donc, je me présente, je suis le Dr Fleck et je travaille sur la Tour d'Asnières. Sachez également que j'ai travaillé 8 ans dans un service de maladies infectieuses dans un hôpital de la PHP et j'en suis parti en septembre 2018. Voilà, je laisse Christelle se présenter. Oui, bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire. Alors moi, je suis Christelle Guédé, je suis assistante de prévention chez Horizon Santé Travail sur le site de Gambetta à Nanterre. Et nous avons avec nous Madame Elsie Laforge qui est assistante médicale et qui va s'occuper du chat pour que l'on puisse échanger avec vous par la suite. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, écrivez sur le chat, Elsie répondra. Pour les questions médicales, j'y répondrai en fin de présentation. Donc là, pourquoi un webinaire sur les gestes barrières, puisque ça fait quand même depuis février qu'on les a mis en place et que vous les connaissez? Eh bien, simplement parce que votre entreprise doit vous former à justement bien utiliser ces gestes barrières et également au port du masque. Et donc, c'est avant tout une information là-dessus et on va préciser certaines notions. Alors, avant de commencer, simplement sachez que en tant que salarié, vous avez aussi droit à une visite médicale à votre demande avec le médecin du travail. Et que nous, Horizon Santé Travail, organisons depuis mi-mars donc des téléconsultations pour les salariés qui ont besoin de voir leur médecin du travail ou d'exposer certaines problématiques. Donc, n'hésitez surtout pas. Sachez que nous recevons depuis 2 semaines les salariés en présentiel s'il y a effectivement une nécessité à une présence physique. Alors, là, vous voyez le sommaire. Alors, connaître la COVID-19, puisque, comme vous le savez, l'Académie de médecine a rendu son jugement. On parle de la COVID-19, donc c'est un féminin. Alors, la COVID-19, donc c'est une maladie transmise par le SARS-CoV-2, qui est un coronavirus. Donc, c'est un virus émergent qui veut dire nouveau sur la planète. Par contre, la famille de coronavirus dont il fait partie est une famille qui est connue, puisque en 2002-2003, nous avons eu l'épidémie de SARS-CoV-2. Ensuite, depuis 2013, nous avons aussi le MERS-CoV, donc MERS-CoV de la péninsule arabique. Et puis, sachez qu'en France, nous avons aussi d'autres coronavirus qui peuvent donner des symptômes allant du rhume bénin à une infection pulmonaire, donc virale. Concernant donc le SARS-CoV-2, comme vous le savez, qui est un virus émergent, ça veut dire que toutes les données que l'on a peuvent être sujettes à changement, puisque nous avons des données qui au départ étaient parcellaires et qui petit à petit se complètent par d'autres études, principalement françaises, mais aussi anglo-saxonnes, allemandes, italiennes et espagnoles. Donc, nos connaissances s'affirment avec le temps sur ce virus. Là, ce que l'on sait, c'est que la COVID-19 peut se manifester par différents symptômes qui peuvent être isolés ou associés. On peut avoir une fièvre et la fièvre est absente dans 10 à 20% des cas symptomatiques. On peut avoir une toux plutôt sèche, d'irritation, un mal de gorge, un rhume, des maux de tête qui ne passent pas avec le paracétamol et plutôt diffus en casque. On peut avoir des courbatures, des frissons
une fatigue inhabituelle et qui peut perdurer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ce qui est typique, c'est une perte brutale de l'odorat et ou du goût. On peut aussi avoir une diarrhée ou des douleurs abdominales et évidemment des difficultés respiratoires. Sachez qu'il y a quand même 80% de formes bénignes et que dans ces formes bénignes, il y a 30% de formes asymptomatiques, c'est-à-dire sans aucun symptôme. Voilà. Après, la durée d'incubation, elle est en moyenne de 4 à 5 jours et peut aller jusqu'à 14 jours, d'où initialement la quatorzaine imposée pour les personnes qui venaient de pays à risque. Après, on peut aussi être contagieux 2 à 3 jours avant le début des symptômes, jusqu'à 2 à 3 semaines. Alors, la COVID-19 se transmet par inhalation respiratoire, donc de macrogouttelettes. Donc, c'est des sécrétions qui sont expulsées donc, par la personne porteuse, comme au travers des postillons, au travers d'un effort de toux ou d'éternuement. Ça, c'est la transmission qui a été documentée, c'est-à-dire avérée. Après, comme vous le savez, depuis avril, on parle aussi de transmission par inhalation de microgouttelettes, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'aérosolisation, c'est-à-dire que quand on parle, on émet des microparticules qui, quand on est infecté, peuvent être chargées en virus. Et ces microparticules vont rester dans l'air pendant quelques heures, contrairement aux macrogouttelettes qui vont tomber directement sur les surfaces. Les microparticules, donc les microgouttelettes, vont rester en suspension pendant quelques heures. C'est ce qu'on appelle l'aérosolisation. Ça, c'est fortement suspecté, mais il n'y a jamais eu d'études documentées à ce sujet. Par contre, ce que l'on sait, c'est que effectivement, quand on analyse les particules en suspension dans l'air, on peut trouver du virus. Par contre, est-ce que ce virus est encore contaminant? Ça, il y a plusieurs études en cours qui menées dans des services de réanimation, entre autres, qui montreraient que ce ne serait pas si contaminant que ça. Sachez d'ailleurs que en France, on a prouvé que le virus circulait depuis novembre. Hein. Voilà. Puisqu'il y a eu un professeur de radiologie en province qui a revu des scanners thoraciques de patients qui étaient hospitalisés pour une pneumonie et qui ont montré que c'était effectivement très typique de la COVID-19. Ensuite, la transmission manuportée ou transmission par contact, donc contact direct, donc physique, par la poignée de main, accolade, bise, ou par contact indirect via des objets ou surfaces inertes, contaminés. Ça, ce mode de transmission qui était initialement mis en avant en mars par extrapolation des autres virus respiratoires comme la grippe ou surtout du SARS-CoV-1, cette transmission n'a jamais été documentée. Donc sachez-le. Ensuite, il y a une étude italienne sortie en mai sur des patients hospitalisés en réanimation pour une pneumonie à COVID-19. Ils ont fait des prélèvements de surface dans différents coins des chambres des patients infectés. Ils ont bien sûr retrouvé du virus.
Par contre, donc ils les ont mis en culture et les cultures n'ont jamais poussé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'il n'y avait pas de risque de transmission dans ce cadre-là. Voilà. Après, là, c'est des petites études. Ça nécessite quand même d'autres études un peu plus poussées. Donc là, ce qu'on sait, la seule transmission avérée, c'est la transmission par inhalation de macrogouttelettes. D'accord? Les autres sont suspectés, d'où les mesures contraignantes qui s'en suivent. La transmission par inhalation de macrogouttelettes, sachez aussi que du coup, il y a les macrogouttelettes peuvent aller jusqu'à 1,80 m de la personne infectée. Alors, là, le gouvernement a mis en place un questionnaire d'auto-évaluation si vous avez un doute sur des symptômes de la COVID-19. Par contre, de toute façon, ma recommandation est que si vous avez quelques symptômes que ce soit ou un doute, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant pour faire le point. D'accord? C'est lui qui fera autorité et qui vous prescrira en fonction des tests de dépistage. Alors, je laisse Christelle prendre la main sur l'installation au poste de travail. Merci Narada. Alors donc effectivement, maintenant on va voir quand même un peu, on va entrer dans le vif du sujet, dans le sens où effectivement on va s'intéresser un petit peu quelles sont les choses qui changent par rapport à son poste de travail et par rapport à nos habitudes qu'on pouvait avoir lorsqu'on travaillait dans nos bureaux et que maintenant nous allons avoir au quotidien suite à l'apparition de ce Covid. Alors déjà la première chose qui change, que l'on ne faisait pas avant forcément, c'est de nettoyer les éléments de travail que nous touchons, avec lesquels donc les plantes, ça peut être le bureau, ça peut être le clavier, la souris, l'écran, etc. Et il va falloir nettoyer ces éléments avec du désinfectant normé EN 14476, qui est un virucide. Alors en fait, ce produit, c'est votre employeur qui va vous le fournir. Donc soit il peut se présenter soit sous forme de lingette, mais on peut aussi le trouver sous forme de spray désinfectant. On va vous donner des essuie-tout et on va à usage unique, bien sûr, et on va vous demander de nettoyer votre poste de travail, qui est quelque chose que vous ne faisiez pas avant. Ce qu'il faut avant tout retenir, c'est qu'on doit utiliser des produits qui ne doivent pas être dangereux pour la santé, ou en tout cas le moins dangereux possible. Mais on va voir aussi qu'il y a d'autres choses qu'on doit mettre en place, et dont tout ce dont on va vous parler, c'est des choses qui ne sont plus inconnues, puisque vous le savez, ça va être notamment la distanciation physique à respecter. Alors maintenant, tout le monde le sait, il est nécessaire de laisser au moins 1 mètre, donc 2 si possible, mais au moins 1 mètre de distance entre vous et les autres. Donc effectivement, au niveau des postes de travail, on a vu que vous deviez avoir au moins ce minimum d'1 mètre pour pouvoir être dans une même pièce avec un collègue, par exemple. Et on va voir qu'il y a d'autres choses en plus à faire. Donc, il va falloir notamment appliquer les fameuses règles d'hygiène. Donc, parmi ces règles d'hygiène, ça va être en cas effectivement où vous auriez envie d'éternuer ou de tousser, il va falloir systématiquement se couvrir le nez et la bouche, et donc soit avec un mouchoir jetable, ou alors on va tousser ou éternuer dans son coude. Si on se mouche ou on tousse dans un mouchoir à usage unique, on va immédiatement le jeter dans la poubelle. On ne va pas s'en resservir comme on aurait tendance à le faire. Effectivement, on l'utilise et on le jette directement, surtout si vous êtes au travail, normalement dans une poubelle destinée aux déchets liés au Covid. Vous allez voir que normalement, dans beaucoup d'entreprises, on va retrouver des poubelles spécifiques et donc vous allez jeter votre mouchoir à usage unique que vous venez d'utiliser, vous allez le jeter dans cette poubelle. L'autre point aussi, il faut éviter de se toucher le visage, le nez, la bouche, les yeux. Et si vraiment on ne peut pas faire autrement, il faut absolument se laver les mains
pour être sûr de ne pas se contaminer, puisqu'on sait que le coronavirus passe notamment par le biais du visage. Et puis, une chose effectivement qu'on avait l'habitude de faire, hein, mais on va se saluer maintenant, mais on ne va plus se serrer la main, on ne va plus se faire d'accolade. Maintenant, on se salue de loin. On évite justement de trop s'approcher les uns des autres et on respecte cette fameuse distanciation d'un mètre. Alors, parmi tous les gestes barrières, il y en a au moins un qui est très connu, c'est le lavage des mains. Donc, qui n'a pas entendu parler du fait qu'il fallait absolument se laver les mains? Donc, effectivement, vous allez soit vous laver les mains au savon et à l'eau, c'est ce qui est préconisé et c'est vraiment ça qui doit être priorisé, ou alors vous le ferez peut-être avec du gel hydroalcoolique. On va voir après dans quelles circonstances on le fait. Alors, pour avoir un lavage de mains efficace, parce que le but, effectivement, c'est de se laver les mains. Bon, ça, tout le monde sait se laver les mains. Mais dans le cas du coronavirus, il faut le faire sur une certaine durée et surtout, il faut que ce soit efficace. Donc, pour ça, on va voir qu'il y a des étapes. Donc là, effectivement, nous vous montrons les 6 étapes à respecter. Dans beaucoup d'entreprises, je pense, vous aurez notamment, notamment dans les zones où vous aurez des points d'eau avec du savon, où vous pourrez vous laver les mains, il y aura probablement un affichage où on va vous rappeler exactement comment vous lavez les mains efficacement, puisqu'effectivement, il y a des gestes particuliers à faire avec ces différentes étapes. Et pour ça, donc, on va voir que ce lavage des mains, il va devoir se faire donc, de façon approfondie au savon liquide pendant au moins 30 secondes. Alors, 30 secondes, c'est vrai que ça paraît long et court à la fois. Et c'est vrai que une petite astuce, hein, pour vous souvenir un petit peu du temps que ça représente, c'est se chanter les 2 strophes de Au clair de la lune. Ça représente à peu près les 30 secondes en question. Comme ça vous permet effectivement de savoir à peu près quel temps vous allez mettre pour faire ce lavage des mains. Et ce lavage des mains, on va voir qu'il va falloir le faire très régulièrement et à différentes étapes. Donc, ça va être notamment en début de journée, quand vous allez arriver sur votre lieu de travail, hein, vous sortez de l'extérieur, vous avez peut-être pris effectivement les transports en commun, donc il va falloir se laver les mains en début de journée. À chaque fois que vous allez changer de tâche, quand vous allez être dans des milieux communautaires où il y aura du monde, donc effectivement, il faudrait pouvoir se laver les mains. Si vous êtes en contact avec d'autres personnes ou si vous devez manipuler des objets qui sont potentiellement manipulés auparavant par d'autres personnes, avant de boire, de manger, de fumer, après toute manipulation d'un masque de protection, on verra un petit peu ce qu'est un masque de protection tout à l'heure et quel type vous pouvez retrouver. Et on se sèche les mains avec un essuie-main en papier à usage unique ou à l'air libre. Alors, bien entendu, effectivement, le savon liquide, c'est si vous avez un point d'eau, donc en entreprise, normalement, ça ne pose pas de problème, mais si vous êtes dans les transports en commun, dans un magasin en train de faire vos courses, ça va être impossible d'avoir un point d'eau. Donc, il va falloir effectivement que vous utilisiez dans ces cas-là le gel hydroalcoolique, donc qui va vous permettre au moins de vous désinfecter les mains quand vous n'aurez pas de possibilité de vous les laver. Par contre, n'oubliez pas que au bout de 4 fois où vous ne vous êtes pas lavé les mains avec du savon et que vous mettez à chaque fois, au bout de 4 fois, vous aurez mis du gel hydroalcoolique, ce gel hydroalcoolique n'aura plus du tout d'effet protecteur pour la bonne et simple raison que ça va déposer une sorte de pellicule sur les mains, sur la peau, et donc du coup, en fait, il n'aura plus ce rôle protecteur que vous pourriez en attendre. Donc vraiment, si vous ne pouvez pas faire autrement, vous utilisez du gel hydroalcoolique, mais en priorité, il faut absolument penser à utiliser plutôt du savon liquide et se laver les mains à l'eau. Alors, donc, pour l'utilisation du gel hydroalcoolique, hein, ça va être pratiquement les mêmes étapes que pour le lavage des mains à l'eau et au savon. Donc, pareil, si vous pouvez, pourquoi pas, demander à votre employeur de vous faire un affichage de sensibilisation, pareil, sur la procédure d'utilisation du gel hydroalcoolique, sur ces différentes étapes de lavage des mains. N'hésitez pas, ça existe. On trouve ça notamment sur l'OMS, mais vous voyez qu'à part quelques petites choses, on est vraiment sur le même principe de lavage des mains
Et bien sûr aussi, n'oubliez pas les poignets, les pouces, les paumes des mains. Il y a vraiment tout un ensemble de choses à faire. Donc, n'hésitez pas à demander justement qu'on vous sensibilise là-dessus. Et donc, maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour les masques. Je laisse la parole à mon collègue. Alors, effectivement, si la mise en place de l'ensemble des mesures de prévention, dont le respect de la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre 2 personnes, ne peut être garanti, là, le port du masque devient obligatoire. Et je rappelle d'ailleurs par rapport à la distanciation physique, pour vous situer le contexte, initialement, le gouvernement parlait d'1 mètre. Depuis fin avril, il dit au moins 1 mètre. Sachez que les anglo-saxons ont mis d'emblée 2 mètres. Donc les anglo-saxons, donc les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, et puis 2 pays comme la Suisse ou Israël ont mis d'emblée 2 mètres. Et d'ailleurs, les NRS, depuis peu, recommandent également au moins 1 mètre, idéalement 2 mètres. Donc, là, quand faut-il porter des masques? On va d'abord parler des masques que vous connaissez tous. Donc, le masque FFP, puisque vous l'avez vu commencer à apparaître un petit peu partout. Le masque FFP, c'est un masque de protection respiratoire. C'est pour protéger celui qui le porte de l'inhalation de gouttelettes. Et donc, il ne peut pas être retiré aussi facilement. C'est-à-dire que si vous le retirez, il faut le jeter à la poubelle. C'est sa spécificité. Et de toute façon, s'il est souillé ou humide, il faut aussi le changer. Ensuite, là, celui qui est le plus utilisé à l'heure actuelle, puisque maintenant on en trouve partout, y compris dans les rivières, en mer ou dans les forêts, c'est le masque chirurgical, donc qui est fait en plastique, évidemment. Donc, le masque chirurgical, c'est un appareil de prévention. Et ça, c'est du coup la théorie du face-to-face ou mask-to-mask, c'est-à-dire si tout le monde porte le masque, il y a une protection collective. Donc, le masque chirurgical, c'est un masque à usage unique et qui doit être changé toutes les 4 heures, et encore plus s'il est souillé et ou humide, et surtout par les périodes de grosse chaleur. Après, effectivement, comme certains d'entre vous l'ont peut-être lu, il est recommandé dans le protocole de déconfinement du ministère du Travail d'utiliser les masques grand public quand on n'est pas en contact avec les malades, puisque les masques chirurgicaux et FFP2 sont à l'heure actuelle plutôt recommandés pour les soignants. Donc, pour les entreprises, le ministère du Travail préconise d'utiliser donc des masques grand public. Et donc, un masque grand public est un masque donc en tissu qui a démontré une efficacité de filtration d'au moins 70% pour des particules de 3 microns émises pour la personne qui porte le masque. Sachez qu'il y a 2 catégories de masques, catégorie 1 et catégorie 2. Et ça va être dépendant du degré de filtration. Ces masques doivent répondre de toute façon aux spécifications de l'AFNOR. Donc, ils sont en tissu, ils sont lavables et réutilisables, et de toute façon, sur la petite notice que vous avez avec le masque en tissu, vous avez valable X lavage, en général entre 5, 10, 15, 20, 30, 50 ou 100 lavages. Et surtout, du coup, vous avez un petit logo CE, bien souvent. Ils peuvent être en bec de canard ou à pli et doivent filtrer en permettant une respirabilité suffisante. Par contre, en cas d'impossibilité d'accès à ces masques répondant aux spécifications AFNOR, là, il est possible d'utiliser des masques fabriqués de matière artisanale, mais sachez qu'ils n'ont pas les mêmes performances de filtration.
Alors, sachez également que les masques en tissu n'ont pas été soumis à des tests d'efficacité prescrits par les normes en vigueur. Il y a eu peu d'études scientifiques sur les performances de filtration. Alors, quand faut-il porter un masque chirurgical ou un masque en tissu? Quand vous travaillez à moins d'1 mètre d'une autre personne, c'est obligatoire. Hein, ça, on le dit, on le répète. Et par contre, quand vous travaillez à moins de 2 mètres d'une autre personne, là, c'est recommandé. Alors là, vous avez une petite plaquette qui vous explicite comment porter le masque. Donc là, vous voyez, la jeune femme a les cheveux attachés. D'accord? Attachés, pourquoi? Parce que justement, quand les cheveux sont longs ou mi-longs, ils peuvent venir frotter contre le masque. Et ça, pour des règles d'hygiène, c'est moyen. Donc, attacher les cheveux, première chose. Ensuite, effectivement, avant de porter son masque, on va se laver les mains ou faire une friction avec du gel hydroalcoolique. Et surtout, une chose importante sur le lavage des mains, n'oubliez pas que si vous vous lavez les mains, il faut retirer vos bagues, d'accord? Hein, parce que les microbes peuvent se placer juste sous la bague. Donc, il faut les retirer pour se laver les mains ou utiliser le gel hydroalcoolique. Donc, on se lave les mains à l'eau et au savon. Ensuite, donc, là, vous voyez, je porte des lunettes. Eh bien, moi, je vais enlever mes lunettes et là, je vais prendre un masque là, chirurgical. Là, vous voyez le masque chirurgical, il a une partie bleu foncé et une partie bleu clair. D'accord? C'est la partie claire qui va aller contre la bouche. D'accord? Donc, le masque, vous le voyez bien, je le prends par les élastiques. Là, ce que vous voyez aussi, il y a une petite barrette nasale ici, là. Hein? Donc, cette barrette qui se trouve là, en fait, effectivement, je vous ai dit barrette nasale parce qu'elle va aller se plaquer contre le nez. D'accord? C'est ce qui va faire l'étanchéité. Donc, on prend le masque par les élastiques hop, et je le pose comme ça, directement. Ensuite, avec les deux index, vous venez à appuyer sur la barrette nasale pour faire l'étanchéité du masque. Voilà. Et ensuite, vous ajustez sous le menton. D'accord? Et là, c'est bon. Vous avez mis votre masque. Une fois que vous l'avez mis, vous ne pouvez plus toucher la partie devant. Hein? Ceux qui portent le masque un peu sous le menton, ça ne sert strictement à rien. Et pour des règles d'hygiène, pas très bon. Pourquoi? Parce que sur la peau, il y a des bactéries. Et donc, du coup, les bactéries vont continuer à se multiplier et vont aller sur le masque. Et après, vous risquez de respirer ces bactéries. Ensuite, là, vous voyez aussi certaines personnes dans les transports qui portent le masque avec qui libèrent les narines. Ça ne sert strictement à rien non plus. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut le porter. Ensuite, là, pour le retirer, c'est très simple. Donc, hop, vous le prenez par les élastiques et délicatement, hop, vous le retirez comme ça. Et quand c'est juste pour boire un peu d'eau, dans ce cas-là, soit vous le posez sur votre bureau, soit vous le mettez au mieux dans un sac plastique de congélation hein, qui vous accompagne toute la journée. D'accord? Puisque le masque, il est valable 4 heures à partir du moment où vous le portez. C'est pas c'est à partir du moment où vous le portez, il est valable 4 heures. C'est-à-dire que si vous le portez juste 10 minutes, après vous l'enlevez une demi-heure, après vous le reportez 10 minutes, c'est de toute façon 4 heures à partir du moment où vous le portez. D'accord? Donc, ça, vous le mettez dans un sac congélation quand ça reste dans les 4 heures et surtout s'il n'est pas humide ou souillé. Si vous avez bu un peu d'eau, n'oubliez pas de bien
essuyez votre bouche pour qu'elle soit sèche quand vous remettrez le masque. D'accord? Si vous êtes en fin d'utilisation, donc au bout des 4 heures, dans ce cas-là, et que vous êtes dans votre entreprise, dans ce cas-là, vous le jetez dans la poubelle dédiée à ce déchet, hein, puisque les entreprises ont l'obligation de mettre des poubelles dédiées. D'accord? Alors, voilà. Autre chose importante, quand vous retirez le masque, soit gel hydroalcoolique ensuite, soit vous lavez les mains à l'eau et au savon. Ah, effectivement, il y a Valérie qui pose une question sur la buée sur les lunettes. Effectivement, ça peut être une problématique. Si vous faites bien l'étanchéité à ce niveau-là, en appuyant bien sur la barrette nasale, il n'y aura pas de buée. La buée, elle vient d'où? Elle vient du fait d'une différence de température entre le verre, donc température ambiante, et l'air qui sort de notre bouche, donc qui est à température à notre température interne. D'accord? Donc du coup, on peut avoir de la buée qui va se localiser là. Donc l'astuce, effectivement, soit vous prenez un petit Kleenex, hein, que vous déchirez sur la longueur et vous le positionnez à ce niveau-là, et du coup, la buée va être absorbée par le Kleenex. Soit aussi, vous pouvez laver vos verres avec du liquide vaisselle, bien rincé et séché, et ensuite reporter le masque, et là, ça sera valable. C'est un peu l'astuce qu'on utilise pour les plongeurs, par exemple. Alors, là, donc, quand les gestes barrières peuvent être respectés, le port généralisé du masque est une possibilité, mais n'est pas une obligation. Ensuite, quand le port du masque n'est pas respecté, là, oui, il faut, quand la distanciation d'au moins 1 mètre n'est pas possible, là, il faut porter le masque, c'est une obligation, en tout cas dans les entreprises. Et d'ailleurs, de toute façon, vous l'avez vu, dans les transports en commun, que ce soit train, métro, bus, tramway, et même l'avion, maintenant, il y a eu un décret qui oblige les clients à porter le masque. En entreprise, le port du masque nécessite évidemment une information et une formation spécifique. C'est pour ça aussi que vous êtes là, pour éviter les contaminations. Et de toute façon, comme Christelle vous l'a dit tout à l'heure, il doit y avoir des affichettes sur les mesures barrières, sur le port du masque dans l'espace de travail. Là, on a parlé des différents types de masques. Sachez que la problématique du masque chirurgical, effectivement, c'est qu'il n'est pas recyclable, puisqu'il met 450 ans pour se dégrader et que maintenant, on le trouve de plus en plus un peu partout. Donc, optez plutôt, si vous n'êtes pas soignant, pour un masque en tissu. Alors maintenant, on a vu tout à l'heure effectivement que nos habitudes avaient changé par rapport à notre quotidien dans l'entreprise. Et on va voir que maintenant, il va peut-être falloir réfléchir à d'autres comportements que nous devrions avoir pour être ensemble justement en entreprise et continuer à avoir malgré tout cette convivialité. Parce que bon, c'est pas parce qu'effectivement il doit y avoir une distance, c'est pas parce qu'il doit y avoir les gestes barrières, c'est pas parce que le coronavirus est là que l'on ne doit pas pouvoir profiter d'être avec ses collègues, de pouvoir échanger, de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir partager certains moments ensemble. Donc déjà, il y a une chose que normalement que tout le monde a, hein, c'est la pause entre collègues. Donc pourquoi on devrait absolument, à cause de cette distanciation, ne plus avoir cette pause? Donc cette pause, elle est essentielle, elle fait partie de la vie au travail, hein, de cette sociabilisation qu'on peut avoir avec
avec nos collègues. Et donc, du coup, bah, on va continuer à la faire, mais toujours en gardant cette distanciation et toujours en gardant son masque. Donc, effectivement, maintenant, quand on va tous se croiser, bon, on sera tous masqués, on aura tous notre masque avec nous et sur nous, on le portera. Mais effectivement, ça ne doit pas nous empêcher de pouvoir faire des pauses pour pouvoir échanger sur divers sujets. Alors, il y a ceux aussi qui ont une pause cigarette, donc qui fument. Et puis bon, bah, à cause du coronavirus, même si fumer n'est pas forcément très bon pour la santé, bah, on ne va quand même pas les empêcher de fumer. Donc, bah, la règle importante, c'est que bah, on va continuer effectivement peut-être à faire ces pauses cigarettes, mais par contre, chacun aura ses cigarettes avec lui et ne va pas en offrir à d'autres. Parce qu'effectivement, chacun fumera sa cigarette. Donc, si il faut s'arranger pour avoir ses cigarettes sur soi, mais on ne va pas en offrir à d'autres. Pour le café, la pause café aussi, c'est quelque chose d'important. Bah, on va prendre l'habitude maintenant d'avoir son petit essuie-tout à usage unique avec un peu de produit. D'abord passer sur les éléments de la salle de pause ou de la cuisine, un petit coup sur le micro-ondes, sur la machine à café, etc., sur les plans de travail. Et aussi, bah, pourquoi pas, pour éviter peut-être de renettoyer, bah, utiliser cet essuie-tout pour appuyer sur le bouton de la machine à café s'il y a un besoin. Une autre chose qui était instaurée depuis maintenant un petit moment avant la période de confinement, c'était la mise en place du covoiturage, où justement on a essayé de faire en sorte, justement pour éviter des problématiques de pollution, d'encourager les entreprises à mettre en place du covoiturage. Et donc, bah, maintenant, on va pouvoir à nouveau en faire, pouvoir privilégier ça. Par contre, la seule condition, c'est qu'il faudra que tout le monde soit masqué dans le véhicule. Alors, quelle que soit la grandeur du véhicule, hein, que ce soit un 2 places, un 5 places ou un 8 places, il faut que tout le monde soit masqué et que tout le monde applique les gestes barrières. Ça, c'est indispensable pour pouvoir faire du covoiturage. Et lorsqu'on est en réunion, bah, effectivement, bon, bah, si on peut continuer à faire des réunions par visioconférence, on le fera. C'est vrai que vous avez dû voir qu'il y a pas mal de salles de réunion. On a réessayé de s'organiser parce qu'effectivement, c'était compliqué. Certaines salles de réunion ne permettent peut-être pas d'ouvrir, d'avoir un apport d'air, mais au moins, le minimum, c'est d'avoir 1 mètre entre chaque personne, aérer les pièces. Et sinon, bah, effectivement, on fera ça par visioconférence si on n'avait pas d'autre choix. Le but étant, c'est de continuer à se réunir, de pouvoir continuer à échanger, ce qui est primordial pour la vie d'une entreprise. Donc, on voit bien que bah, tous ces petits gestes, hein, ce sont vraiment des gestes simples qui sont abordables par tous. Simplement, il faut que tout le monde les applique, tout le monde décide de le faire parce qu'on doit tous se préserver. On doit tout d'abord se préserver soi-même, on doit préserver les autres et ne pas oublier que si l'employeur a une obligation de résultat sur la prévention de la santé et la sécurité de ses salariés, le salarié, lui, a le devoir de prendre soin de lui, prendre soin de sa santé, mais aussi de celle des autres. Donc, ces gestes sont absolument indispensables pour pouvoir faire en sorte que cette période, avec la présence du Covid, soit vécue le mieux possible pour qu'on puisse continuer à vivre dans de bonnes conditions. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour respecter son environnement, parce qu'avec tout ça, bah, il y a aussi toute la partie environnement liée au Covid. Tout à fait, puisque comme je vous ai parlé de la problématique des masques chirurgicaux, il y a aussi la problématique des lingettes. Et c'est pour ça que maintenant, on peut utiliser des sprays désinfectants normés avec un essuie-tout à usage unique. Ça marche aussi bien qu'une lingette. Et au niveau environnemental, c'est mieux. Alors, effectivement, là, ce que vous avez compris depuis le 17 mars, c'est que finalement, il fallait un peu changer notre mode de transport. Et certains ont commencé à utiliser des vélos, trottinettes,
des gyros. Voilà, effectivement, attention, c'est bien pour l'environnement, mais attention à vous. Pensez à vous signaler, porter un gilet jaune, un casque, des gants, puisque ce sont avant tout les mains, les épaules et la tête qui prennent en cas de chute. Donc, et signalez-vous toujours par rapport à votre environnement, aux camions surtout, mais pas que. Ensuite, effectivement, il faut continuer à s'aérer parce que ça fait toujours du bien à la tête et au corps, mais toujours en maintenant une distanciation physique. Et puis, effectivement, porter le masque. Là, ce qui est recommandé pour les entreprises, c'est plutôt un masque en tissu. Et surtout, si vous portez un masque chirurgical et que vous êtes hors de votre entreprise, n'oubliez pas de les jeter à la poubelle et pas dans la rue comme on le voit ou où on les oublie dans les transports. Hein, voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas recyclables. Surtout, voilà, pensez-y, l'environnement, c'est important. Alors, une autre chose qui est très importante, c'est le fait d'écouter et d'entendre. Et là, en fait, c'est par rapport aux autres, parce qu'en fait, nous avons tous vécu une période inhabituelle. Nous ne l'avons pas vécu du tout de la même façon, les uns et les autres. Et celle-ci a été ressentie avec plus ou moins d'intensité selon les personnes. On est tous différents, donc effectivement, on a tous eu des réactions différentes vis-à-vis notamment de ce confinement et de ce virus, de cette coronavirus, de cette Covid. Et en fait, qui de celui qui s'est retrouvé isolé chez lui ou de celui qui était confiné dans un appartement avec conjoint et enfant a mieux vécu cet épisode de vie? Est-ce que c'était le collègue qui a travaillé en continu? Est-ce que c'était la personne qui était à la maison tout seul ou pas, qui a dû un peu jongler avec les devoirs des enfants? Parce qu'effectivement, je pense que les profs étaient, eux aussi, avaient leur travail à faire, donc on donnait pas mal de travail aux enfants. Est-ce que c'était parce qu'il y a des personnes, par contre, leur métier ne leur permettait pas de faire du télétravail, ou encore ceux qui sont retrouvés sur le front, qui eux ont continué à travailler pour nous permettre de vivre le mieux possible cette période compliquée. Donc effectivement, on a tous eu des discours différents, et quand on échange, on est tous, là pour le coup, on a tous vécu la même chose, on a tous vécu la même expérience, mais par contre, on l'a pas vécu tous de la même façon. Et vous verrez qu'en échangeant les uns avec les autres, les retours seront totalement différents. Il y en a qui, effectivement, auront peut-être été aussi… donc, le fait d'avoir mal vécu cette période où on était tous obligés de rester enfermés, en tout cas pour ceux qui étaient en confinement pur, effectivement, eux, ils avaient qu'une envie, c'était de sortir. Et puis, il y a ceux, malheureusement, qui, eux, n'ont pas envie de ressortir de cette période, tout simplement parce que peut-être qu'il s'est passé des choses par rapport à leur vie. Ils ont peut-être été confrontés à cette Covid-19 avec malheureusement des problématiques de maladie, peut-être de décès de leurs proches. Et en fait, on ne sait pas forcément tout ça parce que voilà, on n'a pas forcément envie d'échanger. Alors on peut parler des choses peut-être rigolotes qui sont passées pendant ce confinement, le fait que voilà, on soit tous remis à faire la cuisine ou à faire d'autres choses. Mais par contre, il y en a qui ont peut-être vécu des situations très difficiles et qui n'ont pas forcément envie d'en parler. Et c'est pour ça que si certaines personnes n'ont peut-être pas envie de ressortir, n'ont peut-être pas envie d'avoir un retour un peu à la normale en reprenant les transports, en revenant au bureau, le but, ce n'est pas de se dire « Ah oui, il n'a pas envie de bosser, en fait, voilà, il veut se reposer encore ». Non, il faut vraiment… on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour se dire qu'il joue peut-être la comédie ou il est peut-être mignon. Non, il faut vraiment apprendre à nous écouter les uns les autres et à échanger pour ceux qui ont peut-être envie, mais surtout ne pas juger, surtout être bienveillant
par rapport à cette situation parce qu'effectivement, c'est très personnel à chacun. Donc surtout, ne jugeons pas et écoutons et entendons les autres comme on aimerait qu'ils en fassent de même pour nous. Et puis surtout, si vous vous sentez pas bien, n'hésitez surtout pas à en parler, à vos collègues, à en parler à votre manager, à en parler en RH ou surtout à en parler avec votre médecin du travail que vous pouvez solliciter. Et lui, il pourra, en fonction des circonstances, vous diriger vers une de nos psychologues du travail. Alors là, agir en cas de suspicion de symptômes, effectivement, c'est une vraie problématique. Là, en entreprise, vous avez des protocoles mis en place par les RH. Globalement, si vous avez des symptômes qui vous font penser à la COVID-19, vous restez chez vous, vous évitez tout contact, vous appelez votre médecin traitant pour faire le point et vous prévenez votre employeur. Voilà. Si vous avez des difficultés respiratoires ou des signes d'étouffement, n'hésitez surtout pas à appeler le SAMU, donc le 15, ou pour les sourds et malentendants, vous envoyez un message au numéro d'urgence, le 114. Alors, tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Merci. Alors, là, en conclusion, donc, puisque nous avons un changement sociétal qui va durer, il faut que tout ce dont on vous a parlé là actuellement, les mesures barrières, donc les règles d'hygiène, la distanciation physique d'au moins 1 mètre, le port du masque quel qu'il soit, tous ces gestes barrières doivent être intégrés chez vous, au travail, mais aussi dans votre sphère privée. Donc, n'hésitez pas à échanger, à communiquer, à diffuser l'information auprès de vos proches, de vos amis, des collègues qui n'ont pas pu assister à ce webinaire. C'est important. N'oubliez pas que les services de santé au travail sont aussi à votre disposition, puisque le médecin du travail travaille toujours en équipe pluridisciplinaire, donc avec une assistante médicale en santé au travail, et différents préventeurs, des infirmières en santé au travail. Et les préventeurs, il y a des ergonomes, il y a des techniciens en prévention, des assistantes en santé au travail. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour venir soit dans votre entreprise faire des sensibilisations ou en tout cas vous éclairer sur des domaines particuliers. Alors, maintenant, effectivement, on va répondre aux questions sur le chat. Alors, oui, alors Virginie nous pose la question de la fragilité des femmes enceintes. Alors, les études sur les femmes enceintes ayant la COVID-19 n'ont pas montré de surrisque. Par contre, la femme enceinte au 3e trimestre est une personne considérée comme vulnérable. Pourquoi? Parce que justement, toute fièvre peut entraîner une menace prématurée d'accouchement, par exemple. Donc, du coup, 3e trimestre, considéré comme vulnérable. 1er, 2e, non, pas par rapport à la COVID-19. Ensuite, alors, effectivement, les tests. Là, comme vous le savez, il y a le test RT-PCR. Donc ça, c'est le test diagnostic pour diagnostiquer le SARS-CoV-2 en sachant que la sensibilité du test est d'environ 90%. Ça veut dire que dans 10% des cas,
vous avez des personnes qui ont la Covid-19, mais qui ont une PCR négative. Donc, ne pas hésiter à refaire la PCR quand il y a vraiment un fort doute. Ensuite, les tests sérologiques sont avant tout des diagnostics rétrospectifs, puisque les anticorps s'élèvent entre 8 à 10 jours après le début de l'infection. Donc, ce n'est pas utilisé pour dans un but diagnostique. Voilà. Alors, la contagion dans les toilettes, Jean-Daniel, alors merci pour cette question. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Là, comme vous le savez, la transmission documentée, c'est la transmission par inhalation de macrogouttelettes. D'accord? Là, ce qui est recommandé pour les toilettes, c'est simplement avant de tirer la chasse d'eau, de rabattre la lunette et le couvercle des toilettes. Voilà. Et de toute façon, les toilettes sont désinfectées régulièrement par le personnel d'entretien de prestataires de la société. Alors, la ventilation et la climatisation, alors effectivement, Laura, vous avez raison, c'est une vraie problématique. En tout cas, là, je vais vous répondre avec les éléments du protocole de déconfinement sorti le 24 juin 2020. Donc, à l'heure actuelle, ce qui est recommandé, c'est d'aérer les locaux 15 minutes toutes les 3 heures. Aérer, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres. Ensuite, ventilation, vous avez ventilation naturelle ou mécanique. Mécanique, c'est les CTA, c'est-à-dire les centrales de traitement d'air qu'on retrouve dans les grands bâtiments, à la Défense ou à Tour d'Anières, par exemple. C'est de la ventilation mécanique et ça diffuse de l'air neuf. Par contre, la climatisation, pour l'heure, est déconseillée. Donc, le protocole de déconfinement est clair là-dessus. Il demande d'éviter l'utilisation de la clim. Voilà. Le travail en open space, eh ben, il faut avoir plutôt un poste de travail fixe. Donc, les flex desk à éviter, un poste de travail fixe et donc éviter le plus possible le partage de matériel. Donc, avoir son ordinateur, son téléphone, voilà. Et donc, respecter la distanciation physique. Et puis, ben, comme Christelle vous l'a fait tout à l'heure sur l'installation au poste de travail, quand on arrive au poste de travail, on désinfecte le poste de travail. Alors, concernant les 2 bureaux opposés respectant la distance de sécurité. Alors, si la distanciation physique d'au moins 1 mètre est respectée, il n'y a pas besoin de port de masque, mais c'est recommandé si ça fait moins de 2 mètres. Ensuite, après, donc là, globalement, en entreprise, ce qu'il faut savoir, certaines entreprises ont imposé des mesures plus strictes que ce qui est préconisé dans le protocole de déconfinement. C'est-à-dire que dans certaines entreprises, les salariés doivent porter le masque en permanence. Ça a été discuté lors de réunions de travail en CSE et aussi en CSSCT. Donc après, il y a une note d'information qui a été ajoutée à votre règlement intérieur. Le restaurant d'entreprise, alors, restaurant d'entreprise,
c'est possible, mais ça veut dire que du coup, vous faites servir le plus possible et respecter la distanciation physique, c'est-à-dire que du coup, il y a une aération euh, naturelle puisque là, vous n'allez plus pouvoir manger forcément en face à face, ça risque plutôt d'être en quinconce puisque personne ne porte le masque et donc, idéalement, il vaut mieux plutôt 2 mètres. Vaut mieux, alors là, l'été, n'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres restos qui ont besoin de vous avec des terrasses. Profitez de leurs terrasses, c'est mieux. Ensuite, après, euh, voilà, vous pouvez manger dans votre restaurant interentreprise, mais sachez que de toute façon, des règles ont été mises de base pour assurer votre sécurité. Alors, le sens de circulation, dans la plupart des grandes entreprises, il y a effectivement un sens de circulation. Quand on a quand on a la possibilité, effectivement, il y a un sens de circulation avec un fléchage, souvent au sol, qui se fait. Concernant le paiement par carte bancaire, comme vous le savez, le plafond de la carte a été relevé à 50 € pour le paiement sans contact. Donc, n'hésitez pas à y recourir. Évitez de évitez de payer plus avec des espèces, privilégiez le paiement sans contact par carte. Voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Y a-t-il d'autres questions? Ok, alors, on regarde. Ok, bon, et alors il me semble, Christelle, qu'on ait répondu. Là, ah oui, effectivement, vous parliez Laura, de la deuxième vague. Eh ben, c'est une très bonne question. Sachez que la deuxième vague est fortement suspectée. Pourquoi? Parce que le SARS-CoV-2 est un virus respiratoire. Et la plupart des virus respiratoires, donc la grippe en est un bon exemple, ont une saisonnalité. Et donc, s'atténue l'été pour revenir en fin d'automne, hiver. Là, le SARS-CoV-2, selon les modélisations en cours et les précisions données par le conseil scientifique, la deuxième vague arriverait cet automne. Après, l'importance de cette deuxième vague, on n'en sait rien. Voilà. Ensuite, il n'y aura probablement pas de confinement comme nous l'avons connu ce printemps, puisque ça, c'est une décision qui est politique. Il risque d'y avoir des tranches de confinement pour certaines régions ou aussi pour les personnes vulnérables ou les personnes âgées. Voilà. D'où l'intérêt de vraiment appliquer les gestes barrières et de porter un masque, puisqu'effectivement, c'est quand même une des précautions essentielles à mettre en place si on veut pouvoir se protéger de la Covid. Donc vraiment, mettez-les en application. Il faut que ça devienne quelque chose, une fois en fait que vous allez intégrer les gestes barrières, ces habitudes-là, ça met du temps, c'est un temps d'adaptabilité à mettre en place. Mais une fois que vous les avez, ça va devenir naturel et vous vous poserez même plus la question. Comme dans certains pays, notamment asiatiques, où en hiver, par respect pour les autres, on porte un masque pour éviter de contaminer les gens, bah, effectivement, nous, ça va devenir une habitude de porter des masques. On se posera peut-être même plus la question. Ça ne choquera plus personne, mais vraiment, c'est très important de continuer à l'appliquer, d'appliquer ces gestes barrières, que vous soyez au travail ou que vous soyez chez vous ou dans la rue ou autre. C'est vraiment nécessaire pour qu'on puisse tous se protéger. Effectivement, le fin mot de l'histoire, c'est la protection de tous. Donc, vraiment intégrer ces gestes barrières dans votre vie courante de tous les jours, dans votre vie professionnelle également, et surtout diffuser l'information autour de vous.
Je vous remercie. Merci beaucoup à Christelle et merci beaucoup à Elsie pour avoir animé le chat. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et surtout, prenez bien soin de vous.